Pour faire un podcast comme Hugo Girard sans limite, je peux pas faire ça tout seul. Ça me prend une bonne équipe. Comme dans vos projets de construction, ça prend des gens compétents, professionnels et performants. Et pour ça, il y a Cordero, l'allié des grands bâtisseurs. On sait que vous êtes le ministre du Travail, mais on ne te connaît pas vraiment. Tu t'es ramassé là comment? Puis c'est quoi tu as comme background? Ben écoute, Hugo, dans un premier temps, je suis hyper content de te rencontrer. J'ai toujours eu énormément d'estime pour l'homme. Ah, merci. Puis pour ce que tu as fait sur la place publique. Puis tu es une figure impressionnante à tous égards. Là, fait que moi, quand je suis rentré ici puis je t'ai vu, ce que je te mentionnais, c'est que je te trouve massif puis agréable sur la place publique, mais quand on te rencontre en personne, c'est encore plus vrai. Bon, évidemment, moi, j'ai fait des études en droit. Je suis devenu avocat, puis j'ai pratiqué presque toute ma carrière avant de faire de la politique en droit du travail, puis en droit de la santé et sécurité du travail. Fait que ça veut dire que je plaidais des dossiers d'interprétation ou d'application de conventions collectives de travail ou des cas d'accident de travail, maladie professionnelle, puis de négociation. Puis je suis allé un bout de temps aux États-Unis faire des ateliers intensifs pour apprendre à mieux négocier des renouvellements de conventions collectives de travail. Puis ce que je faisais, Hugo, puis c'était ma réalité, je négociais pour des employeurs. Donc, devant moi, il y avait des représentants syndicaux, des travailleurs puis des travailleuses. Mais on essayait de trouver un terrain d'entente, puis on réglait nos conventions comme ça. C'est quand même un drôle de chouette pratique du droit, parce que souvent, on va entendre c'est des criminalistes qu'on veut devenir. Ouais. C'est peut-être un peu moins populaire que de travailler le droit du travail. Oui, c'est vrai, mais tu vois, quand j'ai fait mes études en droit, le criminel, ça me tentait pas, le matrimonial, ça me tentait pas. Je pensais faire du corporatif ou du travail. Puis je trouvais que le travail, ça correspondait bien à ma personnalité, de négocier, de mettre l'accent sur les relations humaines. Parce que moi, j'ai la conviction, Hugo, puis je pense que tu es un modèle de ça, que dans la vie, tout ce qu'on réussit ou tout ce qu'on ne réussit pas, ça dépend de la qualité des relations humaines qu'on est capable d'établir avec le monde. Tu sais, puis là-dessus, je te dis, tu es vraiment un modèle. Je te regardais avec Georges Larac, là, puis avec d'autres, là, tu es capable d'établir un contact humain. Et je trouvais que le droit du travail, c'était la meilleure façon pour moi d'exprimer ma volonté d'établir des bons contacts puis de réussir des dossiers en ayant justement des bonnes relations avec le monde. Cet intérêt-là vers l'humain, ça part de où? Tu viens d'où, originalement? Moi, je viens de Saint-Tite. C'est une petite ville où il y a le festival Western. Oui, on connaît ça. Là. À tous les années, mon père est à l'origine d'une entreprise qui fabrique encore aujourd'hui des bottes Western, puis en vendent un peu partout au Canada. C'est-tu là-bas? Es-tu encore là-bas? Oui. J'ai deux de mes frères qui sont là à temps plein. Fait que les bottes Boulet? Boulet, oui. Oui, Boulet, c'est vous autres, ça. Oui, c'est ça. Je suis allé au festival, puis ils me l'ont montré, puis maintenant, oui. Ben, il faudrait que la prochaine fois que tu viens à Saint-Tite, Hugo, tu me le dis, hein. Ah ben il faut, j'aimerais vraiment ça aller visiter ça, parce que je me suis fait dire, ça n'a pas tant changé avec les années. Hein? Non. Il y a des affaires qui se font électroniquement, mais il y a beaucoup de la botte qui est conçue manuellement. Puis c'est ça qui fait la qualité de cette botte-là, puis qui est réussi de pénétrer des marchés, comme dans l'Ouest canadien. Ça demeure encore aujourd'hui le plus gros fabricant de bottes Western au Canada. Ah, puis c'est reconnu. Là. Ben oui. Je suis bien fier, mais tu sais, Hugo, j'avais fait des études en histoire, en économie, après ça en droit, puis je voulais travailler en ressources humaines ou en relations de travail. Puis j'étais allé un peu à la compagnie, puis tout ce qui m'intéressait, Hugo, c'était d'aller sur la chaîne de montage, l'assemblage, la finition, puis de rencontrer le monde. Puis quand je rencontrais des travailleurs, évidemment, je leur parlais 2 minutes, 5 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'où? Il vient de Sainte-Tech, il vient de Grand-Mère, il vient de Shawinigan. Mais jamais m'intéresser au parcours d'une personne. Puis tu sais, si tu me laissais aller, Hugo, je te poserais plus de questions que tu m'en poses. Fait que c'est ça mon intérêt pour la relation entre les personnes. Puis je le dis à mes 2 enfants encore aujourd'hui, mettez l'accent sur votre rapport. Tu sais, la meilleure façon de développer des habiletés politiques, puis en politique, c'est négocier. Puis si tu négocies avec une bonne connexion humaine, c'est beaucoup plus facile.
Fait qu'en parlant de questions, vas-y, pose-moi ça. Ben, je t'en ai posé pas mal. Mais toi, Hugo, tu m'as dit que tu venais de la Côte-Nord. Qu'est-ce qui t'a amené comme ici à Montréal? Qu'est-ce qui t'a permis à toi de devenir la personne qu'on connaît au Québec aujourd'hui? Ouais, mais c'est clair que c'est l'entraînement. Fait que moi, je viens d'un petit milieu. On en a parlé un petit peu tantôt. C'est le domaine, c'est soit construction, la pêche, ensuite le travail forestier. Fait que c'était beaucoup ça. Travail journalier. La vie est dure, elle n'est pas facile. La construction à l'époque, puis même les autres domaines, c'était pas à l'année. Donc, il y avait beaucoup de chômage. Donc, souvent, c'est des contextes familiales difficiles. Ouais. Fait que moi, ben, je faisais pas fi, c'était pas différent. Là. Fait que là, chez moi, on n'avait pas beaucoup de moyens. Puis l'entraînement est devenu un peu une façon de pouvoir me donner un véhicule qui allait me permettre de me déplacer, puis de me surpasser, puis d'avancer dans la vie. Fait qu'à partir de là, j'ai développé le concept du dépassement, donc d'exceller. Fait que j'étais un premier de classe. Pourquoi? Puis ça devenait inutile pour moi pour continuer d'avancer. Puis c'est l'entraînement qui m'emmenait ça. Plus fort je travaillais, meilleurs étaient les résultats. Puis quand tu te mets à l'appliquer dans tout ce que tu fais, ben, ça finit que tu te mets à faire des pas de géant puis à avancer rapidement. Je suis devenu policier. J'ai fait mes études à Québec. J'ai été policier à Gatineau. Puis j'ai jamais abandonné mon rêve d'un jour de devenir l'homme le plus fort du monde. J'ai continué à pousser là-dedans. Puis éventuellement, ben, en le réalisant, ben, ça m'a ouvert d'autres portes. Mais la plus grande porte que ça l'a ouvert, c'est de prendre conscience de mes propres capacités, puis que finalement, de pas te mettre des limites. Puis à partir de là, ben, ça m'a amené à faire différentes choses sur différents chemins. Puis ça m'a amené ici en 2014, de par mon association avec BMR, où beaucoup de la business se passait ici. Puis étant un outil de marketing, ben, j'étais plus près. Mm-hmm. Puis de là, de fil en aiguille, ben, je me suis dirigé vers les communications. Fait que j'étais un peu le genre de gars qui... je me promène avec mon baluchon, puis à un moment donné, je vois de quoi qui m'intéresse, puis ça me tente, mais je l'essaye. Parce que t'as une certitude dans la vie, si tu l'essayes pas, ça se passera rien. Mais t'as énormément de talent, t'es bon communicateur. En fait, est-ce que tu peux dire que ta passion pour l'entraînement t'a permis de devenir confiant dans ton potentiel et confiant de pouvoir réaliser à peu près n'importe quoi? Parce que t'as réussi dans plusieurs secteurs d'activité. Là. Est-ce que c'est la confiance qui est ton moteur? Mon moteur, là, c'est vraiment de me prouver à moi-même que je suis capable de réaliser quelque chose. Donc, si t'es pour faire de quoi, mais tu le fais bien. Ouais. Est-ce que ça fait de toi, est-ce que tu vas être le meilleur dans tout? Non. Mais est-ce que tu peux devenir une meilleure version de toi-même dans tout ce que tu fais? Oui. Fait que ça me permet d'essayer des choses, d'apprécier des choses, puis à travers tout ça, tu apprends à connaître des gens. C'est moi, mon sport m'a fait faire le tour du monde. Fait que j'ai réussi à découvrir différentes cultures. Ensuite, en faisant le tour du monde, tu te compares. Tu vois des choses, tu les vois différemment, parce que tu les vois plus à travers les médias, tu les vois plus à travers l'écran. Tu as été sur le terrain, tu as rencontré ces gens-là. Tu vois plus le monde de la même manière. Puis pour moi, l'entraînement, oui, il y a une question de confiance, parce que ça va travailler sur ton estime de toi. Ben oui. Mais je te dirais que la vraie affaire, c'est que ça m'a fait prendre conscience de mes capacités. Puis oui, il y a un côté confiance là-dedans. Puis à partir du moment que j'ai réussi mon objectif, là, je savais que je pouvais réussir n'importe quoi si j'étais prêt à mettre la même recette qui m'emmenait à avoir du succès là-dedans. Puis au final, une des choses que j'ai découvert, c'est que tu peux aller loin tout seul, mais tu vas encore plus loin quand tu travailles en équipe. Donc de là, mon intérêt vers la communication, vers les gens. Je suis vraiment axé vers les autres parce que un de mes buts dans la vie maintenant, c'est d'aider les gens à prendre conscience de leur potentiel, de l'exploiter, puis de se réaliser. C'est merveilleux, merveilleux. Et là-dessus, Hugo, c'est fantastique, là, parce que tu deviens une inspiration humaine pour tous ceux qui te côtoient. Est-ce que tu le réalises quand tu rencontres quelqu'un ou quand tu parles devant un groupe, l'intérêt puis l'attention que tu suscites par la qualité de ton propos, par la confiance que tu dégages? Je m'attends pas à ça. Je m'attarde pas à ça. Ah ouais? C'est pas axé vers comment je me sens ou si j'en suis conscient. C'est un peu un échange, un peu comme on est là présentement. Vous savez, c'est intéressant parce que dans cet échange-là, c'est un peu ça que je fais. Quand je discute, on parle ensemble. Oui, on apprend à se connaître, mais en apprenant à se connaître, ça nous fait voir des choses d'une façon différente, puis ça nous fait réfléchir, ça emmène des réflexions.
Fait que quand toi, tu vas sur un chantier, tu parles avec les travailleurs, c'est exactement la même chose. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Puis là, est-ce que tu es à un stade où tu fais un bilan? Attends un peu, Jean, là, tu m'as pas répondu. Là. Tu m'as mais c'est la même affaire. Oui, quand je vais sur un chantier. Qu'est-ce que tu apprends maintenant? Parce que tu l'as mentionné tantôt, puis ça m'a frappé. Quand tu allais sur sur la chaîne de travail, de production, tu t'intéresses aux gens, tu parles avec eux. Tu as décidé de faire un type de droit qui t'amène justement à être toujours en contact avec les gens en première ligne. Ouais. Là, maintenant, comme ministre, c'est exactement la même chose dans un contexte différent. Comment tu fais pour t'intéresser à eux en te mettant dans leurs souliers, mais en même temps en gardant les deux pieds dans les tiens? Eh mon Dieu, ça c'est une question vraiment intéressante. Mais, tu sais, dans le fond, comme ministre, tu sais, quand je pratiquais le droit, je représentais une partie. Comme ministre, faut essayer d'être un facilitateur. Tu essaies de conjuguer les intérêts des patrons, des syndicats, des travailleurs, travailleuses. Puis, j'essaie d'aller au-delà de ça, puis de dire c'est quoi les problématiques. Il y a de la pénurie de main-d'œuvre, il y a des problèmes d'efficacité, des problèmes de productivité, il y a des problèmes de harcèlement, des menaces, puis de l'intimidation, notamment dans l'industrie de la construction. Fait que c'est essayer de rentrer dans les bottines des personnes que je rencontre sur les chantiers de construction. Quand on a fait un projet de loi sur la mobilité, par exemple, la main-d'œuvre au Québec, je rencontrais un électricien, une peintre, puis là, je leur disais, est-ce que vous avez toujours travaillé ici à Sherbrooke, par exemple? Puis là, ils me parlaient. Si j'avais pu, je serais allé sur des chantiers sur la Côte-Nord pendant un certain temps parce que ça m'aurait stimulé, ça aurait été intéressant, puis rémunérateur. Donc, c'est de poser des questions qui m'amènent à comprendre des solutions. Puis la pénurie de main-d'œuvre, ben, ça amène la rétention. Tu sais, si tu manques de monde, faut que tu mettes l'accent sur la rétention aussi. Pourquoi vous quittez? C'est quoi les problèmes? Puis tu sais, je réalisais, il y a des filles qui m'ont dit sur des chantiers de construction, il faut avoir des fortes personnalités, sinon on ne survit pas. Tu sais, parce que les gars, ils peuvent te taquiner, des fois ils pensent que c'est inoffensif, mais ça fait mal. Fait que tu réalises ce qu'il faut faire pour aider les femmes à rester, puis à avoir des politiques de prévention, puis de dénonciation. Souvent, les gars, Hugo, là, ils sont eux-mêmes victimes de menaces puis de harcèlement, puis ils le disent pas. Puis à moi, ça m'est arrivé qu'ils me l'ont dit. Tu sais, vous parlez beaucoup de harcèlement à l'égard des femmes, mais des fois, il y a deux gars qui se moquent de l'autre, qui est moins solide, qui est moins fort, mais qui travaille bien. Fait que c'est toujours de comprendre ces réalités-là. Là. Puis la pénurie de main-d'œuvre, les meilleures façons d'attirer du monde dans l'industrie de la construction, c'est d'écouter les travailleurs qui vont dire quoi améliorer, puis quoi faire pour valoriser leur métier. Tu sais, on parle d'intimidation. Ce qui se passe sur un chantier, on retrouvait ça dans les cours d'école. C'est vrai, hein? Donc, c'est un peu une extension de comment comme individu, la société est un petit peu, tu sais, c'est encore macho, le domaine de la construction. Là. Mais as-tu l'impression qu'on a évolué là-dedans? Si je te mettais demain matin sur un chantier de construction, si toi, Hugo, tu voyais un de tes collègues de travail en écœurer un ou agacer une fille de façon pas correcte, comment tu te comporterais? Que ce soit sur un chantier ou ailleurs. Ou ailleurs, oui. Ou ailleurs, parce que moi, c'est je peux comprendre, on parle de construction, mais dans la vraie vie, quand tu vois quelqu'un qui mange la laine sur le dos d'un autre, puis que l'autre, il est pas en mesure de se défendre, ça, t'appelles ça, à un moment donné, c'est plus une question d'autre. De se taquiner, c'est correct. Parce que ça fait partie un peu de la vie d'avoir du plaisir. Mais d'avoir du plaisir au dépend des autres, où ce que là, on va attaquer leur intégrité et que tu te rends pertinemment compte que cette personne-là a plus de plaisir là, c'est clair que je vais intervenir. Mais bon, t'es vraiment une bonne personne, ouais. Puis ça, mais ces chantiers, tu le vois-tu, ça? Ben, moi, là, il y a beaucoup d'experts qui m'ont dit ce qu'il faut développer, c'est une culture de dénonciation. Faut signaler, que ce soit une menace, une intimidation ou du harcèlement, faut que les gars puis les filles, dans tous les milieux de travail, soient en mesure de le dire, puis qu'ils puissent le faire de manière confidentielle. Sinon,
ça permet à des problématiques de se perpétuer, puis on règle pas les problèmes. Ça c'est-tu quelque chose qui contribue à la pénurie de main-d'œuvre? Il y en a, tu sais, par exemple, en construction, peut-être qu'on te l'a déjà dit, là, mais dans les premières années, les femmes ont un taux d'abandon beaucoup plus élevé que les hommes. Et un des facteurs d'abandon, c'est justement le harcèlement en milieu de travail. Fait que c'est sûr que plus on a des environnements de travail qui sont sains, qui sont sécuritaires, puis exempts de risques pour la santé psychologique du monde, mieux c'est là pour les retenir, puis pour les attirer aussi. Pose-toi donc la question dans des secteurs, puis je veux pas cibler la construction, est-ce qu'on n'est pas en mesure de recruter parce qu'on traite pas suffisamment bien notre monde? Encore aujourd'hui. Je pense que ça a beaucoup évolué. Bon. Si on prend le domaine policier, parce que là, si on fait référence à la femme, le domaine policier, c'est un domaine où la femme a dû travailler très fort. Le gouvernement aussi, parce qu'on a voulu faire en sorte qu'il y ait une place pour que les femmes trouvent leur place justement là-dedans. Je pense qu'en 2025, on a pas mal réussi. On comprend que la construction est peut-être un peu plus en arrière de la nature des choses, que c'est plus naturel pour un gars à une certaine époque de s'en aller vers le domaine de la construction qu'une femme. Mais maintenant, en 2025, c'est plus vrai. Il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent au métier de la construction. Il y a des métiers qui sont plus propices et plus faciles peut-être pour eux autres pour s'introduire. Par contre, c'est là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc, on s'entend que se taquiner entre gars, c'est pas la même chose que se taquiner quand il y a une fille sur place. Et là, ça va changer un peu la nature du genre de blague qu'on va donner. Et là, ça devient un milieu qui peut devenir soit hostile ou toxique. Fait que comment qu'on trouve des solutions à ça? Tu l'as dit, on a quand même évolué. Les meilleures façons de faire, c'est formation, information, puis sensibilisation. Fait qu'il faut faire des campagnes, sensibiliser, apprendre, puis faire de la formation. Tu sais, c'est pour ça que dans les milieux de travail, des fois, tu peux appeler, mettons, à CNSST, puis avoir quelqu'un qui est un conseiller en prévention qui va venir faire de la formation, puis répondre à des questions. Je pense que dans tous les dossiers, peu importe leur nature, ça passe par ça. De la bonne information, on sensibilise, puis on forme. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de faire. Donc, l'intégration de la femme dans le domaine de la construction va aider avec la fameuse pénurie de main-d'œuvre qu'on retrouve. Mais comment qu'on fait pour attirer un jeune de 18 ans vers le milieu de la construction? Parce qu'on s'entend que c'est pas un milieu qui est facile. Ouais. L'argent tout seul semble pas faire la job parce que les salaires sont vraiment bons. On travaille dans des conditions qui sont mieux que qu'est-ce que c'était avant. Mais encore une fois, c'est difficile, de les amener et deux, de les retenir. La meilleure façon, puis on a fait des changements réglementaires il y a quelques années, c'est l'alternance travail-études. Quand tu as 18 ans, quand tu as 20 ans, puis tu es chez vous, tu es dans un appartement avec des chums ou des amis, tu es financièrement précaire. Fait que quand on leur dit, viens-t'en, tu vas pouvoir aller d'un centre de formation professionnelle, étudier à temps partiel, puis travailler à temps partiel, puis être rémunéré en même temps. Je trouve que c'est vraiment la meilleure façon parce que le jeune, il a un soutien financier, il apprend à l'école, mais il met en pratique ce qu'il apprend à l'école, puis quand il travaille, c'est la même affaire, ses notions académiques sont utiles, puis il développe un lien avec l'entrepreneur, puis souvent, ça génère une offre d'emploi, puis il peut avoir son certificat compétences apprentis de la Commission de la construction du Québec. Moi, je pense que c'est la formule qu'on travaille beaucoup, ce qu'on appelle des programmes en alternance travail-études avec des soutiens financiers. Je pense qu'elle est là, la game. Mais il y a encore beaucoup de travail de valorisation à faire. Il y a beaucoup de jeunes qui disent la construction, c'est trop du travail physique. C'est plus le cas. Il faut savoir, Hugo, que c'est le secteur où l'intégration des technologies se fait de la manière la plus intensive possible. Je vais sur des chantiers, là, ils travaillent avec des robots, sont automatisés, puis ils apprennent à plus demander trop du corps. Parce qu'il y avait trop d'accidents de travail, surtout des gestes répétitifs ou des gestes exigeants physiquement sur une période de temps prolongée. On voit ça moins fréquemment. Évidemment, ça dépend d'un entrepreneur à l'autre, mais je trouve que on va de l'avant, puis ça, faut le dire. Puis les jeunes aiment ça, les nouvelles technologies.
Ça, il faut en parler constamment. Donc, l'intégration des nouvelles technologies devrait aider justement à compenser une partie de la job. Ben oui. Mais au final, ça va toujours prendre des bras. Puis des bras, on en a de moins en moins. On a un taux de natalité qui descend tout le temps. Tellement. Fait que ça contribue pas à en ramener du monde à ce niveau-là. Par contre, l'intelligence artificielle va faire en sorte qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Ouais. Est-ce qu'on va aller commencer à piger dans certains milieux pour tenter de les attirer? Ben, en fait, il faut diversifier dans certaines régions, Hugo, là, il y a des personnes issues des milieux autochtones qui sont là, qui sont disponibles. Faut penser à ces personnes-là. Faut penser aux femmes, faut penser aux jeunes, faut penser aux personnes plus aînées aussi, là, mais il y a différentes catégories de main-d'œuvre. Puis les travailleurs étrangers temporaires, il y a des personnes qui sont disponibles. Faut essayer de faire une analyse, voir comment les profils de ces personnes-là sont compatibles avec tes besoins. Puis s'il faut combler par de la formation, faut le faire. Là, le taux de chômage augmente un peu avec le contexte économique actuel. Fait qu'il faut penser à, dans toutes les régions où il y a une main-d'œuvre qui est disponible, qui est prête à travailler, il faut trouver des façons originales de recruter, puis il faut se promotionner. Fait que c'est quoi vous proposez pour trouver ces gens-là? Ben, on le fait. Moi, je suis beaucoup en contact avec les associations patronales du secteur de la construction, la PCHQ, l'ACQ, tu sais, puis ils représentent des entrepreneurs dans le résidentiel, dans les grands travaux, dans les infrastructures routières, dans les projets industriels et avec les syndicats. On essaie de trouver les façons les plus nouvelles de faire du recrutement. Puis, tu sais, ça passe beaucoup par la formation, le rehaussement des compétences, l'intégration des nouvelles technologies. Puis, on a mis en place, pour ça qu'on met en place différentes formules de formation pour attirer des nouvelles clientèles. Puis, on fait des camps des métiers de la construction. Il y a plusieurs formules qu'on met en place, mais on le fait après avoir écouté les patrons, les syndicats, puis les travailleurs. Les camps des métiers de la construction, Hugo, là, faudrait qu'on t'invite à un camp, là. Tu sais, c'est organisé par l'ACQ, l'Association de la construction du Québec. Puis pendant une journée ou pendant une fin de semaine, mettons, à l'École des métiers de la construction à Montréal, on reçoit toutes les personnes qui peuvent être intéressées. C'est comme un beauty show, là, tu sais, où tu montres c'est quoi différents métiers. Les personnes qui viennent ont l'opportunité de l'essayer pendant une journée ou pendant une fin de semaine. Et ils décident si oui ou non ils ont l'intérêt. Fait que c'est en trouvant des nouvelles méthodes de recrutement, puis tu peux, Hugo, partager des façons que toi, tu pourrais penser qui pourraient permettre de rendre le secteur plus attrayant, puis on est ouvert à toutes les idées, là. Je suis allé au Salon de l'emploi. Ah ouais. Puis là, ben, il y a beaucoup de gens qui se recherchent du travail. C'est juste drôle. Il y en a beaucoup qui arrivent, mais ils sont pas très flexibles. Donc, puis le métier de la construction, c'est un métier où ça demande quand même une certaine flexibilité. Donc, tu avais beaucoup de gens qui venaient porter le CV, mais les autres, ça s'arrêtait à tel type de travail. Souvent du travail de bureau, de par leur formation. Fait que là, oui, je pense que ça, c'est vraiment intéressant. L'intégration, études, marché du travail, ça te permet de goûter, ça va être quoi à job. Ben oui. Et possiblement de te placer les pieds. Après ça, il y a les fameux bassins. Le bassin, en tant que tel, est-ce qu'il répond aux besoins ou fait juste patcher un peu comme un plaster? Ben, le bassin, là, on l'a trop utilisé pendant des années où on était en pénurie de main-d'œuvre. Puis le bassin, c'est des personnes qui n'ont pas de formation, qui accèdent au secteur de la construction, qui font des heures d'apprentissage, puis obtiennent un certificat compétences apprenties. Mais le taux de rétention de ceux qui viennent en construction par la voie des bassins, il est moins élevé. Le risque d'accident de travail, il est plus élevé parce qu'ils ont moins de formation, ils sont moins habiles, fait qu'ils ont besoin d'être hyper coachés par les entrepreneurs où ils vont travailler. Mais les bassins, c'est pour répondre à des besoins de main-d'œuvre pour permettre aux entrepreneurs de construire. Fait que les bassins, ça a été trop utilisé au détriment de la formation professionnelle. Et que ce soit une attestation ou un diplôme d'études professionnelles, il faut valoriser la formation professionnelle. C'est ce qui permet d'intéresser, de mieux recruter, de mieux retenir, puis de diminuer le nombre d'accidents de travail. Fait que
Les bassins, oui. Dans certaines régions, ça a été vraiment utile et ça demeure utile. Mais pas trop. Quand vous êtes assis à la table avec les différents intervenants, qu'on parle le patronat, les syndicats, la CCQ, parce que du côté patronal, ils sont beaucoup pour la formation. Parce que quelqu'un qui n'a pas de formation, il faut que tu y montes à faire la job. Donc, il n'est pas nécessairement productif rapidement. Puis en même temps, mais si au bout d'un certain laps de temps, une fois qu'il a fait ses times, ben, il décolle, mais tu n'as pas vraiment d'air d'aller. Ça se passe comment, votre relation avec les intervenants? Ça se passe bien. Je te dirais, Hugo, j'essaie de les rencontrer séparément, mais quand je peux, je les rencontre tout le monde ensemble pour leur permettre de s'exprimer. Et je réalise tout le temps que quand ils sont, par exemple, un syndicat devant un patron ou un patron devant un syndicat, là, je parle des associations patronales puis des syndicats plus québécois, ils s'expriment pas de la même manière. Ils sont plus conciliants, sont plus prompts à trouver des solutions communes que quand ils sont rencontrés séparément. Ah ouais? Fait que j'essaie le plus possible de les faire travailler ensemble puis de dégager des consensus. Mais c'est pas évident, Hugo, parce que travailler avec une personne qui a des intérêts divergents avec une autre, ça se fait mieux. Travailler au sein d'une entreprise où tu deals avec le patron puis le syndicat, ça va mieux. Mais quand tu deals avec une association qui a des milliers d'entrepreneurs puis un syndicat qui a des milliers de syndiqués, c'est plus tough. Parce que parmi tes entrepreneurs, il y en a plein qui ont des intérêts divergents. Puis du côté des salariés, la même affaire. Fait que c'est plus difficile. Fait qu'il faut t'apprendre à accepter qu'il y ait des divergences, puis qu'on essaie de dégager des consensus, mais il n'y a jamais unanimité. Comment, comme ministre, tu gères ça? Parce qu'à quelque part, tu as une certaine autorité. Il faut que tu tiennes compte des intérêts de tout le monde. Puis il faut que tu sois capable de vendre ton point de vue. Là. Ça doit pas être facile ben quand tu es assis à la table. J'ai l'habitude de dire qu'il faut essayer de trouver des consensus. Puis là où il n'y a pas de consensus, on est élu par la population. Puis il faut prendre des décisions en fonction de l'intérêt public. Puis on essaie de consulter le plus possible, pas que les parties concernées, mais d'autres partenaires. Puis après ça, il faut prendre une décision. Il faut s'orienter. Là, s'il y a un problème X, puis que ça prend une solution Y, il faut absolument la mettre en application, même si elle ne fait pas l'unanimité. Tu sais, ça a dû t'arriver, Hugo. As-tu eu des exemples dans ta vie où tu étais confronté à des personnes ou des organisations où tu t'entendais pas? Des décisions difficiles, on en a tout le temps. Ben oui. Puis est-ce que tu as été des fois dans des positions où tu t'es dit, faut que je décide, soit pour moi ou pour d'autres personnes, d'aller là? Oui, mais c'est personnel. Ouais. Dans ton cas, les décisions que tu prends touchent beaucoup de monde. Ouais. Tu sais, quand moi, je prends une décision qui ne fait pas l'affaire de quelqu'un, ben, ça me rend impopulaire auprès de cette personne-là. Toi, c'est tout un groupe de personnes, c'est une industrie. Là. Mais avec ton bagage, Hugo, par exemple, si je te disais, quel conseil tu me donnerais? Confronté. Je suis content de ne pas être ministre, moi. Non, mais donne-moi donc un conseil. Parce que tu vois, moi, des fois, comme là, que le caméraman qui est ici, là, des fois, j'aurais envie de le mettre dehors. Là. J'aurais envie de le mettre dehors, mais que j'ai besoin, puis il fait une bonne job. Pas, hein? Puis il fait une bonne job. Là. Les conditions, des fois, des conditions. Hein. Fait que là, on est toujours dans le compromis. Sauf que comme élu, à un moment donné, les décisions que tu prends font en sorte que des fois, tu vas avoir un groupe, mettons, syndicat, des négociations, modifications de certaines lois. Donc, ça fait pas leurs affaires, puis à un moment donné, mais tu l'as dit, tu as une décision à prendre. Ouais. Comment tu dis ça par la suite? Parce que tu sais qu'il va y avoir un poids, qu'il va y avoir un retour. Les gens sont... C'est là qu'ils chialent, on les entend plus souvent parce qu'ils font plus de bruit. Tu dis ça comment au quotidien? Ben, quand ça marche pas, puis que tu es dans une impasse, moi, j'ai l'avantage, mettons, à la Société de transport de Montréal. Tu sais, quand il y a un conflit de travail, il y en a eu un, il y en a eu un autre, puis quand il y a une grève qui fait mal à la population, ben j'essaie de convaincre les partis que je nomme un conciliateur médiateur. Puis ça, c'est la meilleure personne
pour aider les parties à trouver une solution puis à sortir de leur impasse. Fait qu'ils rencontrent une partie, ils rencontrent l'autre. Des fois, ils rencontrent les deux ensemble, puis ils peuvent faire ultimement une hypothèse de règlement. Moi, je trouve que c'est la façon de faire. Mais des fois, une hypothèse de règlement, ça ne lie pas les parties, c'est une recommandation. Une partie où les deux peuvent rejeter l'hypothèse de règlement. Moi, je crois beaucoup aussi en la formule d'un arbitre. Tu sais, Hugo, tu dis un compromis. Quand le compromis est impossible, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de nommer un tiers. Ça prend quelqu'un qui prend une décision, parce qu'au final, ça prend une décision. Oui, exactement. Fait que, en relation de travail, ça peut être un arbitre, puis ça peut être, mettons, aux États-Unis, ce qui se faisait beaucoup, c'est tu demandes aux deux parties, faites votre dernière meilleure offre. Puis là, l'arbitre, tu lui donnes le pouvoir de dire c'est quoi la dernière meilleure entre les deux. Fait que là, ça force les deux parties à se rapprocher, faire leur dernière meilleure. Si elle n'est pas vraiment la meilleure, elle va être rejetée. Puis c'est l'autre qui va être accepté. Mais il y a des techniques comme ça pour forcer la résolution d'un litige qui est profond, mais pour donner une réponse simple, moi, je me fie beaucoup à un tiers. Tu sais, mettons, j'aurais un litige entre deux organisations, entre deux associations, c'est de demander à une personne qui a les compétences, l'expertise, qui peut écouter des témoins, puis ça peut pas être le ministre. Mais dans une loi, ça donne que c'est le ministre qui, ultimement, prend la décision. Là, présentement, dans le domaine de la construction, ça va quand même bien. Ouais. Il n'y a pas de litige sérieux présentement. Non, parce que dans la construction, il y a des conventions collectives de travail qui durent 4 ans, puis les parties ont négocié au printemps, puis ça a tout été réglé. Il y a eu un conflit de travail dans le résidentiel, là, avec la PCHQ puis les syndicats qui sont dans le secteur résidentiel, qui a duré quelques semaines. Mais finalement, les parties ont trouvé un terrain d'entente, fait que là, les conventions sont en vigueur pour encore 3 ans et demi. Fait que ça va relativement bien, mais on a un défi encore, comme j'ai dit tout à l'heure, de main-d'œuvre puis de productivité. Donc, quand ça se passe bien, le ministre n'a pas besoin d'intervenir. En tout cas, on est moins sollicité. Puis là, le ministre du Travail, c'est pas juste le domaine de la construction, c'est le travail en général. C'est tous les milieux de travail. Tu sais, il y a 4,5 millions de travailleurs et travailleuses au Québec dans tous les secteurs d'activité, fait que je suis impliqué là-dedans. C'est les normes du travail, tu sais, le salaire minimum, les congés fériés, les régimes d'avantages sociaux, c'est l'équité salariale, c'est la santé-sécurité, c'est plein de dossiers de cette nature-là. Le Code du travail, ça veut dire les accréditations syndicales, les négociations de conventions collectives. Fait que c'est assez transversal. Ça touche au travail. Tu sais, c'est pas un immense ministère, mais c'est un ministère qui est partout, qui concerne toutes les personnes dans leur vie quotidienne et dans leur milieu de travail. Donc, quand les différentes associations et les gens sont assis à la table avec les syndicats puis ils réussissent à faire en sorte que leurs relations de travail et les conventions se négocient, ça se passe bien, ça rend ton travail facile. Oui, facile, dans une certaine mesure. Comme là, au printemps dernier, ça a été plus tough parce que j'ai fait une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale à la fin mai sur un sujet que j'ai abordé tout à l'heure, là, l'impact des grèves sur la population. Tu sais, il y a des grèves qui causent des dommages à la population. Le transport en commun, pense aux proches aidants qui peuvent pas se déplacer. Pense aux étudiants qui peuvent pas aller faire leurs cours. Pense aux travailleurs, travailleuses qui peuvent pas prendre l'autobus pour aller à leur travail. Pense à des personnes qui en ont besoin parce qu'ils ont des problèmes de mobilité réduite. Quand ça fait mal à la population, je pense que c'est d'intérêt public, puis il faut que le législateur fasse... Ce qu'on a fait, c'est une loi pour considérer davantage les besoins de la population en cas de grève. Hugo, c'est sûr que les patrons, ils ont aimé cette loi-là, mais les syndicats, ils l'ont pas aimé, là. Ils l'ont pas aimé. Ils l'ont vraiment pas aimé. Mais, je répète tout le temps, c'est pas une loi contre les syndicats, c'est une loi pour la population. Oui, je comprends, mais quand toi, t'es rencontres, là, parce qu'à un moment donné, tu lui parles aux syndicats, ils disent quoi? On se parle. On se parle encore, puis j'essaie de garder la meilleure relation possible, puis je leur demande, tu sais, comme là, je travaille sur un projet de loi
pour la transparence syndicale, pour la gouvernance, puis la démocratie syndicale. Fait que c'est sûr que je leur parle. Avez-vous des solutions? C'est quoi vos meilleures pratiques? Est-ce que c'est intéressant que les travailleurs aient accès à vos états financiers? Est-ce que c'est opportun que les travailleurs puissent s'exprimer sur une décision qui a une importance capitale pour eux autres? Je leur parle. Fait que c'est de maintenir la communication. Puis tu sais, Hugo, quand on a fait la loi pour encadrer le travail des enfants, quand on a fait la loi pour lutter contre les violences à caractère sexuel en milieu de travail, ça a un impact sur les employeurs. Je pense qu'il faut accepter qu'il y a des lois qui ont aussi des impacts sur les syndicats. C'est de trouver l'équilibre, Hugo, dans tout ça. Tu sais, c'est difficile de positionner une loi comme étant tout le temps au milieu des intérêts de tout le monde. Tu sais, justement, faire travailler les enfants, comment on fait pour déterminer s'il est trop jeune, s'il est trop vieux? Quelle bonne question. J'ai l'avantage d'avoir un comité consultatif, travail et main-d'œuvre, où les associations patronales puis les syndicats sont. Je leur ai demandé de travailler ensemble et de me soumettre un consensus. Parce que là, c'était rendu avec la pénurie de main-d'œuvre. Il y avait des enfants d'11 ans, 12 ans qui faisaient... Tu sais, le nombre d'accidents de travail avait augmenté de 640 % en 2017-2022. Le taux de réussite académique baissait. Et j'ai demandé au patron et au syndicat, pouvez-vous faire un consensus? Ils ont fait un consensus sur l'âge, 14 ans. Ils ont fait un consensus sur le nombre d'heures maximales par semaine, 17, qui pouvaient travailler, puis 10 heures entre le lundi et le vendredi. Et c'est ce consensus-là qui m'a permis de faire la loi. Au niveau des personnes, les retraités qui arrivent à un certain âge, je ne parle pas de personnes âgées. À un moment donné, tu tombes à la retraite, tu reçois ton fonds de pension, donc tu reçois un salaire. Des ramener sur le marché de l'emploi, c'est pas un avantage, surtout en pénurie. Oui, c'est un avantage. Puis il y en a qui me disent on devrait... T'as pas l'air certain? Oui, non, mais je dis c'est surtout aux employeurs d'accommoder les personnes à 55 ans, 58 ans, 62 ans. Mais il y en a qui sont prêts à s'accommoder. C'est juste que au niveau fiscal, c'est désavantageux de retourner sur ton travail parce que vu que tu vas augmenter, ça va toucher ta pension, l'argent que tu reçois. Quand on fait des calculs, puis là, je suis pas un expert en fiscalité, là, mais mon collègue aux finances l'expliquerait mieux, il n'y a pas de désavantage à revenir au travail jusqu'à un certain nombre d'heures par semaine. Tu sais, jusqu'à 20 heures par semaine, c'est bénéfique parce que tu conserves les avantages de tes régimes de retraite, notamment la Régie des rentes du Québec. Fait que c'est un bénéfice. Puis il n'y a pas que le bénéfice financier. Il y a la volonté aussi d'être utile puis de faire de quoi, là. Parce que souvent, ce que j'entends des personnes qui reviennent avec des heures coupées, c'est qu'ils aimeraient ça être à temps plein. Ouais. Puis il y aura la capacité de le faire, mais ils le font pas parce que là, ça devient, avec trop d'heures, justement, ça les affecte trop, puis qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils ont un retour sur l'investissement en temps qu'ils vont faire. Tu as probablement raison. Il y a des crédits d'impôt pour les entreprises, il y a des crédits d'impôt pour les personnes au-delà d'un certain âge, mais c'est jamais assez, Hugo. C'est sûr qu'il faudra en faire un peu plus, mais à chaque année, quand mon collègue présente le budget, on est sensible à cette réalité-là. Puis la pénurie de main-d'œuvre nous a forcés aussi à comprendre la réalité des personnes aînées. Moi, j'ai toujours appelé ça les personnes expérimentées. Ils ont un grand bénéfice pour notre marché de l'emploi. Quand on se promène puis qu'on va en région, là, ce qu'on se rend compte, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de travailleurs étrangers. Puis là, on a comme pu sentir qu'il y avait un changement face justement aux travailleurs étrangers. On en a besoin d'une pénurie de main-d'œuvre. En même temps, on met des restrictions. Je suis d'accord, je suis de l'extérieur, là. Je trouve que j'ai de la difficulté à comprendre exactement où est-ce qu'on s'en va. Parce qu'il y a des employeurs qui veulent en avoir plus. Puis en même temps, on restreint l'accessibilité au travail aux travailleurs étrangers. On s'en va où avec ça? On le restreint pas dans les régions du Québec. Le problème avec l'immigration au Canada, c'est que c'est une compétence qui est partagée entre Ottawa et Québec. Puis ça rend le système particulièrement inefficace. Tu sais, il y a des bouts que c'est nous autres, puis il y a des bouts que c'est Ottawa. Puis tu sais, les travailleurs étrangers temporaires, c'est un programme qui relève d'Ottawa, puis qui est géré conjointement par Ottawa puis Québec. Mais tout ce que je peux te dire, Hugo,
à Trois-Rivières, à Saguenay, à Sherbrooke, puis à Val-d'Or, puis à Gaspé, on en a besoin de travailleurs étrangers temporaires. Puis nous, on fait des pressions sur Ottawa pour pas qu'il y ait de limites applicables dans les régions. Puis partout où on a contribué au processus décisionnel, il y a Montréal puis Laval, où la vitalité de la langue est importante. Puis il faut s'assurer de respecter notre capacité d'intégration. Il faut respecter notre capacité de répondre à leurs besoins en santé, en services sociaux, en habitation. Il faut trouver un bon équilibre, mais dans toutes les régions, je suis d'accord avec toi, on a des besoins de main-d'œuvre, puis les Québécois sont accueillants. C'est-tu parce qu'il y a une distorsion entre le fédéral et le provincial, où le fédéral décide qui on laisse entrer, alors que pour nous autres, mais ça correspond peut-être pas nécessairement à nos besoins? Tu résumes tout. Oui, tout à fait. Faut trouver une façon d'améliorer l'adéquation entre le profil des personnes et les besoins de la main-d'œuvre. Puis les travailleurs étrangers temporaires, il faut s'assurer qu'on est capable de les accompagner, qu'ils aient la bonne formation, puis qu'ils puissent travailler au bon endroit. Mais oui, absolument. Mais c'est pas simple, Ottawa-Québec. La relation est vraiment pas simple. Non. Mais je vais à cette île, parce que je suis allé dernièrement, il n'y a plus de restaurants parce qu'ils n'ont plus de travailleurs. Ça n'a pas de bon sens. Donc là, les gens sont disparus, je peux comprendre. L'industrie là-bas est forte, l'économie va bien, fait que le monde, ils ont le choix de travailler dans un restaurant ou de travailler dans une mine, ou de travailler sur la construction. Le choix est facile. Sauf qu'à quelque part, c'est pas normal que tu te ramasses dans une ville où tu n'as plus accès à des services qu'on retrouve normalement parce que tu n'as pas de main-d'œuvre. Je suis d'accord avec toi. Faut pas que l'accès soit limité, particulièrement dans des régions où les besoins sont importants. Puis peu importe la nature du service, il faut s'assurer de les garder, ce monde-là. On peut pas laisser des services de proximité, là, que ce soit des restaurants ou des dépanneurs ou des... Il faut que ça demeure... Si on veut conserver la vitalité d'une ville comme cette île, puis il y a plein d'exemples comme ça au Québec, faut bénéficier de la main-d'œuvre appropriée. Oui, puis on n'a pas vraiment... On parle de cette île, mais justement, cette semaine, j'avais une activité avec les itinérants, puis j'ai rencontré quelqu'un qui était serveur dans un restaurant où j'allais, qui ont fermé il y a 2 ans parce qu'il n'y avait pas assez d'employés, ils n'étaient plus capables d'avoir personne en cuisine. Ouais. On parle d'une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Donc, la pénurie d'employés est vraie dans le domaine de la construction, mais est vraie partout. Dans à peu près tous les secteurs. Mais faut pas oublier, Hugo, le taux de chômage a augmenté quand même dans les derniers mois. Fait qu'il faut pas négliger la main-d'œuvre locale qui peut être disponible. Il faut débusquer cette main-d'œuvre potentielle-là puis l'intéresser. Mais pour les travailleurs étrangers temporaires, je suis totalement d'accord. Il faut essayer, notamment pour les renouvellements de permis de travail, que ceux qui sont dans nos régions, qui vivent dans nos régions, qui sont bien intégrés, qui ont des enfants, qui ont leur famille, qui aient la possibilité de rester ici. Et ça, mon collègue le plaide beaucoup à Ottawa. Souvent dans la rue, tu entends des gens qui vont se plaindre parce qu'ils vont voir, mettons, des travailleurs étrangers. La question, le taux de chômage augmente légèrement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont disponibles pour travailler. Ouais. Pourquoi qu'on n'est pas capable de combler? C'est-tu parce que les gens veulent plus prendre certains types de jobs, qu'on est obligé de faire venir les gens de l'extérieur, ou les salaires sont pas assez élevés dans certains domaines? Donc, il y a une complexité qui est difficile à saisir, parce qu'avant, on n'avait pas ce problème-là. Ouais, il y a probablement plusieurs raisons. Des fois, ils n'ont pas la formation, leur profil ne répond pas aux besoins. Des fois, c'est les conditions de travail. Des fois, c'est la volonté. Il y a des jeunes qui sont pas intéressés, c'est probablement multifactoriel, mais c'est extrêmement regrettable. Donc, c'est difficile d'emmener un jeune à travailler dans le domaine de la restauration. Ouais. On s'imagine, ça doit pas être facile d'emmener dans le domaine de la construction. Non, mais parce que c'est méconnu. C'est pour ça que je te dis, faut faire des campagnes de valorisation. Donc, c'est ça. Donc, il faut rendre ça attrayant. Ben oui. Et là, on fait ça comment? Et c'est qui doit le faire? C'est-tu les syndicats? C'est-tu le patronat? On le fait actuellement. La Commission de la construction du Québec, les associations patronales, ils font plein de formules. Tu as parlé tout à l'heure des salons de l'emploi, les camps des métiers de la construction. Avec le gouvernement, les formations en alternance travail-études, il y en a plein de formules. Puis il y a beaucoup de campagnes médiatiques. Il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite pour améliorer la réputation. Médiatique?
Oui, en construction, oui, il y en a. Des associations de la construction pour s'intéresser au métier de la construction. Il y en a une qu'on a parrainée aussi au gouvernement, mais il y en a peut-être pas assez qu'on connaît. Je sais pas, là, vous me parlez, là, ben, tu me parles, puis là, je réfléchis en même temps. Tu sais, on voit souvent... on voyait l'armée qui allait dans les écoles. Ouais. Maintenant, les corps de police vont aller dans les collèges pour attirer des gens. C'est-tu quelque chose qu'on devrait faire? Mais c'est une excellente idée, Hugo. Peut-être que des associations l'ont faite, mais pas à ma connaissance. Et je trouve que ça serait une excellente idée d'aller dans des écoles secondaires, surtout à une période de la vie d'un étudiant où tu te poses plein de questions. Tu es en secondaire 3, tu es en secondaire 4, qu'est-ce que je vais faire? Je veux-tu faire un métier? Je veux-tu aller au cégep? Je veux-tu aller à l'université? Ou je veux faire un DEP? Ça serait là la meilleure tribune. C'est une excellente idée, Hugo. Puis ceux qui nous écoutent, soyez... C'est une bonne idée. Ben oui, aller dans les écoles. Puis Hugo, tu pourrais participer à ça, Hugo. Je suis dû pour un retour à l'école. Non, mais est-ce que tu as les mêmes habiletés de communication, toi, avec les jeunes? Parce que manifestement, tu es un super bon communicateur. Ben, moi, je le constate, je le vois à la télé, puis dans plusieurs plateformes. Avec les jeunes, comment t'es? C'est la même chose. Je pense qu'à quelque part, tu représentes une image qui est un peu comme... extrapole, mais un peu comme un genre de super-héros, parce que la force, ça impressionne. Ouais. Mais c'est un domaine que, oui, que j'aime, c'est un domaine que je connais, mon père travaillait là-dedans, mon garçon travaille aussi l'été dans le domaine de la construction. C'est un domaine que j'admire beaucoup, j'ai beaucoup de respect. Ben oui. Puis je pense qu'effectivement, ça devient une alternative intéressante pour un jeune qui se cherche un peu, parce que tu peux aller travailler là, ça t'empêche pas de continuer les études, ça t'empêche pas nécessairement d'avoir d'autres rêves, mais ça te permet de goûter au marché du travail, puis apprendre les rudiments, puis de développer des habilités. C'est quoi les plus gros mythes de la construction? Les mythes, les mythes, c'est que c'est rough, puis que c'est pas un environnement qui est humain, alors que moi, j'ai découvert l'inverse. C'est qu'il y a beaucoup plus d'humanité, il y a beaucoup plus de civilité puis de respect que il y a un certain nombre d'années, il y a 5 ans, 10 ans. Je pense que ça a évolué beaucoup. Un mythe aussi qu'il faut débusquer, c'est que c'est tous des gars rough. Puis c'est pas ça. J'ai rencontré plein de pères de famille, des personnes qui travaillent avec minutie, avec ambition, puis ils veulent réussir leur vie. Fait que, peut-être que... Mais c'est des mythes qu'il faut débusquer. Ton fils, Hugo, c'est quel métier qui l'intéresse? Oui, il veut étudier, il veut faire un MBA. Oh mon Dieu, mais il travaille sa construction. L'été, parce que justement, ça te fait une belle job d'étudiant. Le salaire est bon, parce qu'on s'entend, un manœuvre rentre à 40 $ de l'heure. Fait que c'est pas le salaire qui attire pas les gens, là. Si on parle de pénurie, je pense pas que c'est une question de salaire, parce que y a pas grand métier que tu vas commencer dans la vie, même après avoir été à l'école, que ce soit au collège ou à l'université, que tu vas commencer à 40 $ de l'heure. Donc, le salaire en soi n'est pas le seul facteur qui influence les gens. Ouais. Puis possiblement, comme tu mentionnes, les fameux mythes, que c'est quelque chose qui est rough, que le côté humain est pas vraiment présent ou que c'est trop dur. En même temps, c'est parce qu'on est rendu trop mou puis qu'on ne veut pas travailler fort, parce qu'on s'en cachera pas. Travailler sur la construction, tu travailles fort. Oui. Non, absolument. Mais les jeunes, ils sont prêts à travailler fort. T'sais, la majorité, il ne faut pas décider en fonction d'une minorité qu'on perçoit moins ambitieuse ou moins volontaire pour travailler fort. Je pense que la majorité, ils veulent réussir. Puis tu as raison, c'est pas que le salaire. C'est les conditions de travail, c'est les compagnons, c'est tout ce que ça implique, là. C'est parce que la construction au Québec, ça a toujours été un moteur économique qui était très présent. Quand la construction va. Ouais. Tout va. Mais en même temps, ce qui se passe présentement, c'est un phénomène qu'on n'a jamais vécu. Ouais. Parce qu'on n'a jamais manqué de monde. Tellement, ouais. Mais là, il y a quand même une conjoncture où on a des besoins partout. Tu sais, nos infrastructures, il y a des besoins partout, les écoles, les hôpitaux, les maisons, parce que la population est montée, les maisons, les projets industriels, Hydro-Québec, avec sa volonté d'accroître beaucoup la capacité énergétique du Québec, il y a comme une conjoncture où on a des besoins partout. Puis, les routes.
Ben oui, les routes, les grands travaux. Fait qu'il y a plein de travaux. L'ouvrage n'en manque pas. Par contre, il faut les partir, ces chantiers-là. Ouais. Et pour faire ces chantiers-là, ça prend quoi? Ça prend de l'argent. Ouais. Fait que là, on se ramasse dans un genre de cirque où ce qu'on a, les réponses, on les a en soi, parce que les projets et les besoins sont là. Puis je pense qu'il y a une certaine volonté, c'est une capacité à un moment donné. Oui, mais tu sais, on a ce qu'on appelle, je veux pas être trop technique, là, un programme québécois des infrastructures. Il y a eu des augmentations substantielles d'argent destinées à améliorer notamment nos infrastructures routières. Il y en a de l'argent, mais c'est sûr que là, c'est plus compliqué tenant compte de la conjoncture actuelle. Mais les routes, puis les grands travaux, tu sais, on parle de plus en plus de grands travaux pan-canadiens. Ça va demander aussi du monde en construction. Des électriciens, des monteurs de ligne, de tous les métiers. Beaucoup. Mais là, on va faire face, encore une fois, au même défi. Il faut attirer des gens vers des métiers qui sont manuels, alors que les jeunes délaissent les fameux métiers manuels. Mais ça me préoccupe, ce que tu dis. Tu sais, on a trop mis l'accent sur le collégial, l'universitaire, puis penser sur la formation professionnelle. Puis mon collègue à l'éducation, il a travaillé fort pour valoriser la formation professionnelle. Parce que dans la vie, là, on s'entend-tu, Hugo, que ce qui est le plus important, c'est d'être heureux, puis de se réaliser, puis de trouver sa passion. Puis souvent, c'est par la plomberie, parfois c'est par la mécanique automobile, parfois c'est dans des métiers de la construction que tu vas te réaliser. Faut que nos centres de formation professionnelle aient les outils, sans jeu de mots, pour répondre aux besoins. Puis, ils en font de la promotion. Tu sais, dans des régions là, où je suis allé, il y a des CFP, là, des centres de formation professionnelle, qui sont hyper actifs dans le recrutement. Puis, Hugo, tout à l'heure, on parlait des filles. Je suis allé voir une cohorte en électricité, là, il y a à peu près 1 an et demi, à Trois-Rivières. Crois-moi pas, il y avait 12 personnes, 11 gars, 11 filles. Puis une fille un peu plus âgée, qui avait peut-être entre 35 et 40 ans, qui venait de Drummondville, puis elle m'a demandé de me parler, seule. Puis quand j'y ai parlé, les yeux, ils roulaient dans l'eau. Puis elle disait, « Monsieur le ministre, le Québec a changé. Mon père est électricien. J'ai toujours voulu faire ce que mon père faisait, devenir une électricienne. Puis à chaque fois que j'ai tenté d'étudier là-dedans, je me faisais écœurer. Puis j'étais tout seul, ou on était 2, ou on était 3. Puis là, j'ai l'impression de réaliser le rêve de ma vie. Il y a 11 gars, 11 filles, puis les gars, ils se comportent avec nous autres comme avec les autres gars. Puis je vis le bonheur de ma vie. Mon père, quand il m'entend parler, les yeux, ils roulent dans l'eau. Je rentre dans les souliers de mon père, puis je le fais dans le respect, la civilité. Puis elle me parlait comme ça parce qu'elle disait, je veux vous témoigner de mon appréciation de ce qui se passe au Québec dans l'industrie de la construction. Puis ça, Hugo, là, ça pourrait être un jeune, ça pourrait être une personne expérimentée, mais c'est ça, la vie. Il faut, cas par cas, programme par programme, mesure par mesure, démontrer que c'est une industrie qui est névralgique, oui, mais qui est accueillante. Puis ça, pour moi, ça me touche énormément. Ouais, clairement qu'on a gagné à faire en sorte de démystifier le domaine de la construction. Puis je trouve que ton idée est exceptionnelle d'aller dans les écoles, là. Pourquoi pas aller dans les écoles puis aller parler aux jeunes avec un Hugo Girard, avec quelqu'un d'une association patronale puis d'un syndicat. Je pourrais travailler avec vous pour ça. Moi, ça va me faire plaisir. Puis tu es un modèle. Tu parlais tout à l'heure de l'importance des compromis. Tu personnifies ce qu'est un compromis. T'as-tu un seul enfant, Hugo? Oui, j'ai un seul enfant. J'aurais aimé ça d'en avoir plus, mais j'en ai un qu'un. Puis, quel âge a-t-il? Il y a 20 ans. Ah oui, mon Dieu. Puis là, il est aux études, comme tu mentionnais. Oui, il est aux études, puis il s'entraîne. C'est un genre de mini-mi. Fait que c'est super le fun, parce que c'est mon garçon, c'est mon chum. On fait des activités, on s'entraîne ensemble. On a sensiblement les mêmes champs d'intérêt. Fait que c'est le fun. Tu sais, mon père travaille dans la construction, il travaille dans la construction, il a travaillé dans la construction. Fait que je trouvais ça important, puis je trouvais ça le fun qu'il goûte à ça. Puis il aime ça. Puis d'ailleurs, c'est un peu le danger.
tu as des rêves au niveau des études, puis à un moment donné, ben, il pensait peut-être d'y aller. Qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Ben oui, ben oui. Puis je suis d'accord parce que présentement, c'est un bon moment parce qu'il y en a de l'ouvrage. Il y en a du travail. Fait que quelqu'un qui cherche une job, il en manque pas. Ben non, ben non. Ben non, absolument. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les gens s'y intéressent, mais ne veulent pas sortir trop de zone de confort tout le temps. Tu sais, si tu veux te déplacer et aller travailler dans une région éloignée, il y en a. Il y en recherche. Ben oui. Parce que quand je prenais l'avion, montais à Fermont, puis que j'étais avec un gars qui fait ça à Montréal, il fait 3 semaines là-bas, il redescend 1 semaine, puis là, il m'expliquait au niveau familial comment c'est difficile. Parce que sa conjointe, elle se ramasse 3 semaines tout seul avec les enfants pendant que lui est parti travailler à l'extérieur. Donc, la construction des années 70, des années 80, c'était ça la réalité. Ben oui. En 2025, on est moins enclin à vouloir le faire. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'il me disait. Il faisait son dernier tour pour essayer de se trouver une job plus proche pour pas avoir à faire ce travail-là. Donc, c'est une réalité où l'éducation est quand même assez importante. Puis, tu as touché un point intéressant. C'était pas nécessairement très valorisé. Donc, tu allais dans la construction quand tu n'étais pas bon à l'école. Tu allais dans la construction... C'est ce que tu veux. Comme si c'était le choix du dernier recours. Alors que c'est un travail qui est noble, puis à peu près tout ce qu'on a, par tout ce qu'on va et tout ce qu'on voit, ça a été construit par ces gens-là. Ben oui. Et puis Hugo, on a chacun nos habiletés dans la vie, là. Moi, quand je suis allé à des métiers de la construction, des fois, les gars me disaient, veux-tu essayer telle affaire? Puis on n'est pas bon. Moi, je suis pas bon. Toi, tu es probablement habile mais manuellement, on a nos limites. Puis, tu sais, ces personnes-là font en sorte qu'on a des maisons, qu'on a des écoles, qu'on a des hôpitaux. C'est grâce aux travailleurs, travailleuses. Ils jouent un rôle tellement essentiel dans ce qu'on est. Hein. Non, t'as raison. Les nouvelles technologies, ça va-tu devenir problématique? Parce que l'industrie, l'intelligence artificielle qui va remplacer des travailleurs... c'est une question. Écoute, un entrepreneur ou un employeur qui intègre, on va parler de l'exemple des robots. Il fait ça parce qu'il veut améliorer sa productivité. Il veut être plus efficace. Mais si tu formes pas ton capital humain, tu diminues ta productivité. Puis ça, j'ai lu ça, il y a beaucoup de sondages qui ont été faits par une revue d'affaires là, de l'Université Harvard aux États-Unis. Les entreprises qui intègrent des nouvelles technologies puis qui ne forment pas leur monde, ils perdent en productivité. Pourquoi? Parce qu'un robot, il faut que ce soit réparé, il faut que ce soit programmé, il faut que ce soit supervisé, il y a toujours de quoi. Puis il faut que tu formes ton capital humain à manager tes robots, à superviser tes robots. Puis je vois même ça comme un travail d'avenir. Les superviseurs des nouvelles technologies ou les superviseurs de robots, si tu fais ça, tu crées pas une catégorie technologique puis une catégorie humaine. Tu permets une symbiose entre les deux, puis c'est là que tu gagnes. C'est vrai, mais ça prend combien de personnes pour gérer des robots? Il y a des usines mécanisées où tu as 2 personnes qui pèsent sur un piton puis qui interviennent seulement quand il y a un bug. La chaîne de production, il y a peut-être 20 personnes qui travaillent plus parce que les robots font ça à leur place. Mais je pense qu'ultimement, l'expérience démontre que tu diminues pas le nombre de personnes qui travaillent pour toi, mais tu améliores leur qualité de vie au travail, tu leur permets d'apprendre des nouvelles affaires, puis d'accéder à des meilleurs salaires. Je te dis pas que c'est de même partout, mais l'exemple que tu donnes, est-ce que ça arrive? Probablement. Mais il faut que les entrepreneurs et les employeurs soient plus créatifs puis essaient d'enrichir le travail en raison de l'arrivée des nouvelles technologies plutôt que d'appauvrir le monde puis dire tu fais ça puis ça. Faut pas que tu transformes un travail qui est répétitif en un autre qui est plate non plus, là. Parce qu'en même temps, je pense que c'est pas rien qu'une question de mutation de job, c'est qu'il y a des jobs qui vont se perdre. On parle des véhicules autonomes. La journée qui va être en mesure de mettre des camions qui transportent les denrées, puis qui soient autonomes, qui n'aient plus besoin de driver, le conducteur de ce camion-là, il se recycle comment? Ouais. Tu sais, l'arrivée des technologies fait en sorte que nos habitudes changent. Il y a même, apparemment, qu'un jeune qui a son permis de conduire en 2030, par le temps qu'il ait 18 ans,
Il n'aura peut-être même plus besoin de conduire. Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Fait que d'où on revient toujours à l'importance de la formation. Puis il faut avoir une vision de l'avenir du marché de l'emploi. Marché de l'emploi qui va être bousculé par les nouvelles technologies, puis se donner des programmes de formation qui vont nous permettre d'être compatibles avec nos Donc, il va falloir créer des nouveaux emplois. Il va falloir créer des nouveaux, des nouveaux métiers. Formations. Oh oui, totalement. Puis tu sais, Hugo, c'est intéressant parce que ça m'amène à te rappeler que récemment, on a lancé, tu sais, parce que là, la conjoncture économique est plus tough, il y a des licenciements collectifs. Il y en a eu dans la région ici récemment, là. Mais on a un programme pour réorienter les personnes licenciées vers notamment l'industrie de la construction. On travaille avec la CCQ, puis on va s'assurer de de leur faire comprendre les besoins, puis d'évaluer leur profil, puis de les aider à intégrer l'industrie de la construction. Mais si je reviens à ce que tu soulèves, si toi, t'étudies pour être un chauffeur, puis que ça n'existera plus dans 5 ans, 10 ans, faut être conscient de ça. Puis il faut repenser nos programmes de formation en tenant compte de l'avenir. Puis d'ailleurs, j'ai lancé une consultation avec les employeurs et les syndicats au Québec sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Donc, vous en êtes conscient, là, Et sur les marchés du travail, sur les lois du travail. Il faut être visionnaire au Québec là-dedans, sinon on va manquer notre coup. Puis tu as raison, Hugo, on va laisser des jeunes sacrifier, compléter des formations qui seront plus utiles dans X années. Parce qu'on va se le dire, l'entrepreneur, il a le choix d'être plus productif et de faire plus d'argent. Parce que c'est ce qui coûte cher dans une business, la main-d'œuvre. Donc, automatise. Puis là, ben lui, il n'a pas de conditions. Il est jamais malade. Ben oui. Non. Donc, ça va être difficile de faire en sorte que les autres vont investir pour se garder de la main-d'œuvre. Ouais. C'est un gros défi là, qui nous attend. Là. C'est un immense défi. Mais tu sais, là, on a un impératif, notamment avec ce qui se passe avec les États-Unis. Tu sais, moi, je rencontre plein d'entrepreneurs qui vendaient, qui exportaient beaucoup aux États-Unis, puis qui, là, doivent se repenser. Puis la solution est peut-être pas unique. Puis tu sais, des fois, on a l'impression que le meilleur remède, c'est ça. Mais le remède, il est variable. Il tient compte de la réalité de chaque organisation. Tu sais, si tu vends des affaires qui peuvent pas se vendre en Europe puis en Asie, c'est moins simple. Mais il faut que tu penses plus à l'Ontario. Tu sais, des fois, on a négligé le marché ontarien ou le reste du Canada, mais chaque entreprise a aussi ses solutions. Puis l'État doit agir, le gouvernement doit agir comme inspirateur, comme régulateur aussi, puis s'assurer que toutes les conditions soient réunies pour permettre à chacun de s'en sortir, là. Ce qui se produit présentement avec les États-Unis est peut-être une bonne chose dans le sens de la coopération interprovince qui n'a pas toujours été une priorité. Ça nous amène peut-être à revoir une coopération puis une façon de travailler ensemble qui n'existait pas auparavant. Tu as parfaitement raison. C'est un excellent point. Il faut éliminer le plus possible les barrières interprovinciales. Tu sais, juste en construction, il y en a moins. Il y en a moins. Mais pour la main-d'œuvre, la mobilité de la main-d'œuvre, la mobilité des entreprises, il faut qu'il y ait le moins d'obstacles possible. C'est vraiment un incontournable. Travaillez-vous avec les autres ministères des autres provinces là-dessus? Oui, absolument. Puis j'ai un collègue qui est responsable de l'économie puis des PME au Québec. Puis il y a un projet de loi qu'on a qui vise d'ailleurs à aplanir les barrières entre les provinces. Oui, c'est vraiment... Puis M. Legault, le premier ministre du Québec, travaille avec ses collègues des autres provinces, puis le premier ministre fédéral aussi pour s'assurer qu'on améliore le commerce interprovincial. Parce que il y a beaucoup de domaines où ce qu'on a des limitations que le Québec met versus les autres provinces, qu'on peut facilement faire tomber. Oui, en transport, en environnement, dans bien des secteurs. Il faut le faire finement. On ne peut pas tout abolir. Il faut tenir compte de nos particularités, notamment la langue française, mais il faut essayer d'aplanir le plus possible. La langue française dans le domaine du travail, est-ce que ça devient un frein? Non. Je pense que c'est notre richesse, la langue française. Il faut continuer de la protéger. Il faut être sensible
à tout ce qui affecte sa vitalité. Je pense qu'il faut le reconnaître. C'est notre essence culturelle, c'est notre essence de communication. Mais oui, moi, je suis tout à fait d'accord à ce qu'on fasse tout ce qui s'impose pour la préserver. Mais est-ce qu'on ne devrait pas être ouvert à avoir quelqu'un qui peut faire la job, qui est très compétent, même s'il parle seulement que l'anglais, d'avoir la job, pour qu'il puisse apprendre le français plus tard? Ben oui. Tout à fait. Puis la francisation, c'est un objectif qu'on a en tête. Puis on le fait avec éducation, on le fait avec immigration. Il faut s'assurer que les personnes puissent apprendre, là. Puis, Hugo, on peut-tu s'entendre sur le fait que c'est pas mal plus facile d'apprendre à Shawinigan ou à Gaspé que dans une région où c'est plus facile d'apprendre le français. Il parle juste français. Ben oui. Tu n'auras pas le choix d'apprendre. Ben oui, absolument. Parce que là, présentement, on va prioriser des immigrants pour le marché du travail qui vont parler le français avec quelqu'un qui ne le parle pas. Ben, il y aura un niveau d'apprentissage, il y aura une période de temps pendant laquelle ils pourront apprendre le français. Puis ça, c'est ce que la majorité des personnes qui viennent dans nos régions font, là. Ils s'assurent de suivre des cours de français, puis ils apprennent. Puis après un certain temps, ils sont capables d'être autonomes en français, là. Oui, puis pour aller dans les régions puis t'en rencontrer, tu vois qu'ils sont contents d'être là, puis ils sont contents de l'apprendre, puis de faire des efforts pour l'apprendre. Merci beaucoup, hein. J'ai vraiment apprécié. Hugo, t'es vraiment une bonne personne, puis je le répète, t'es un modèle, t'es une inspiration. Puis quand on est un gars, on est toujours impressionné par ces qualités-là qu'un être humain peut avoir. Merci beaucoup. Bien content merci. De t'avoir rencontré puis de te connaître, Hugo. T'as la main plus grosse que la mienne, hein? Ça me fait plaisir, puis merci. C'est le fun de se faire dire des compliments de même, là. Je devrais avoir plus d'invités comme ça. Oh non, je suis Mais convaincu. t'es bon, parce qu'on n'a pas tant parlé de toi. On a parlé de l'industrie et tout, mais pas tant de toi. Ouais, ben c'est... T'as pas l'air aimé ça, hein? Non, ça m'ennuie pas tant que ça. Non? Non, mais c'est pas mon premier sujet. Les questions que je te posais quand je suis arrivé, c'était les questions qui m'intéressaient le plus de toi. J'ai parlé à quand même un certain nombre de personnes que je venais de te rencontrer, puis unanimement, toutes les personnes, ils me disaient « Mon Dieu, que ça a l'air d'un bon gars, d'un bon monsieur. » Puis tout ce que tu as fait, tu donnes des entrevues, tu as travaillé pour des entreprises comme BMR. Christy, tu es un excellent promoteur de ce qu'un être humain doit être. Ben, des valeurs qu'on a. Puis ça, je trouve ça important. Puis c'est la raison pour laquelle, quand je voulais m'intéresser à l'individu, parce que souvent, nos élus, on les connaît pas. Ouais. Oui, on connaît, on sait c'est quoi leur fonction, on connaît leurs responsabilités, on va les connaître pour les décisions qu'ils vont prendre, mais on les connaît pas vraiment comme individus. Puis ça, je trouve que c'est important. Ouais. Parce que, tu sais, on vote une fois aux 4 ans, puis une fois que tu as voté, la personne est là, puis elle te représente pendant 4 ans. C'est vrai. T'es peut-être mieux de focusser à essayer de l'apprendre plus au niveau humain et personnel que juste au niveau compétence. Ça, c'est le reflet de ce que t'es. Tu veux connaître l'autre dans son humanité, c'est parce que t'es comme ça, toi. Ben moi, je trouve ça important. Puis, tu sais, mes invités, dont toi ici ce matin, oui, c'est intéressant à cause de ton rôle de ministre, mais ce qui est intéressant, c'est de connaître l'individu derrière le ministre. Ouais. Ça me parle beaucoup plus. Oui, absolument. Oui. Oh, oui, on aurait pu faire... T'es-tu un chasseur? T'es-tu un pêcheur? Non, mais je suis un sportif, puis je m'entraîne un peu comme toi. Hier, encore en forme, 10 ça paraît. kilomètres, puis je fais de la musculation 4 fois, 5 fois par semaine. J'ai pas aussi... Tu sais, je peux pas faire ça 2-3 heures par jour, là, mais je me lève, mettons, à 5h, 5h30, puis je commence par de la course. Puis après ça, je m'entraîne physiquement pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Après ça, je lis, je déjeune, puis je commence à travailler. La course, tu fais-tu ça chez toi ou tu vas courir dans la rue? Je fais les deux. Comme hier, à Nicolet, j'ai fait un 10 km avec ma fille, tu sais, qui... Elle est sportive aussi? Ouais, ben j'ai un fils puis une fille. Puis mon fils n'est pas vraiment sportif, mais ma fille, elle l'est. Parce que son chum, c'est un athlète, là. Tu sais, c'est un gars qui... Il est loin d'avoir ta shape, là, mais tu sais, il mesure 6 pieds 2, à peu près de ta grandeur, puis il court beaucoup, puis il fait beaucoup de muscu. Mais c'est le fun, ça. Elle me disait hier, pas le choix, avec un chum comme Alex, d'être aussi en forme. Fait qu'elle,
sais, on devait faire un demi-marathon à la Chine. Ensemble? Oui. On en a fait probablement 7-8 des demi-marathons. Mais là, on veut plus faire des 10 km. Parce qu'un demi-marathon, c'est pas mal d'entraînement. C'est de la job, moi. C'est de la job, puis c'est du temps. Mais oui, puis je nage, je fais du ski. Comment tu fais pour concilier le travail avec ton entraînement? Parce que souvent, il y en a d'autres que j'ai rencontrés, puis ils me disaient, ils n'ont pas le temps. Moi, je dis, on a toujours du temps pour ce qui est important. C'est ça. Entre 5h30 et 6h30 le matin. Tu peux pas ne pas avoir le temps. Ton bodyguard court-tu avec toi? Non. Il n'est pas censé de te suivre partout, moi je le challengerais. Fait que c'est ça, c'est l'équilibre, les activités personnelles, le sport. Puis c'est ça, le monde me disent des fois que je comprends bien mes limites aussi. Mais quand je suis au Parlement à Québec, là, même si je commence à 7h, je suis capable de toffer à run jusqu'à 9h, 9h30, 10h. J'ai comme pas de limite. Parce que je suis en forme physiquement. Tu fais attention à toi, de ton alimentation, tu dois checker ça aussi. Ben oui. Là, j'ai commencé à manger plus de bœuf. Avant, c'était tout le temps des poissons. Du bœuf québécois? Oui. Oui, on a du bon bœuf ici. Il était écœurant. Mais je mangeais plus des poissons avant, puis du poulet. Puis là, j'ai commencé à manger beaucoup plus de bœuf. Pourquoi t'as changé? Je sais pas. Parce que ma conjointe est pharmacienne. Puis, tu sais, quand j'arrive à Trois-Rivières, on va manger au restaurant plus. Elle a moins le temps parce qu'elle travaille à temps plein. Puis, je mangeais beaucoup des poissons. Puis, même à la maison, elle fait beaucoup poulet, puis des poissons. Mais maintenant, on fait plus de bœuf sur barbecue. Puis, c'est bon, du bœuf. Ah. Alors, sûr que je t'aurais invité. Moi, j'étais un maniaque de barbecue. Là. Ah, c'est tellement bon. Mais toi, tu dois être un bon mangeur, Hugo. Oui, mais je mange beaucoup moins qu'avant. J'ai moins de besoins aussi, j'ai pas les mêmes objectifs. Puis c'est pas nécessairement une mauvaise affaire, parce que je pense que je mangeais beaucoup, mais sûrement trop, malgré le fait que je le dépensais. Fait que possiblement que, à mesure que j'ai avancé dans ma carrière, mes compétences au niveau nutritionnel se sont améliorées. Puis moi, en travaillant avec des spécialistes, ça t'aide aussi. Puis tu réalises que finalement, des fois, un petit peu moins, c'est mieux aussi. Ouais. Mais ton poids, tu le maintiens-tu? Ou y a-tu des périodes où tu glisses? Puis Non, mon poids, moi, c'est tendance, c'est souvent à monter. Puis ça, en vieillissant, notre métabolisme ralentit. Donc, c'est pas une mauvaise chose de diminuer ses portions. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que je suis plus productif. J'ai toujours mangé souvent moins gros, mais c'est quand même des grosses portions pour. Fait que là, j'ai vraiment diminué, puis j'ai gardé le même nombre de repas. Fait que je mange environ 6 fois par jour. Des petits repas, puis là, ça me tient à aller. Un peu comme un pot à la bois. Tu mets une bûche dedans aux heures, là. Fait qu'il chauffe en masse. Puis ça me permet justement d'avoir de l'énergie toute la journée. Puis j'aime ça commencer ma journée avec l'entraînement. Parce qu'après ça, je sais quand est-ce que je commence, je sais pas quand je finis. Puis là, c'est fait, j'ai pas besoin de me casser la tête. Ça finira quand j'aurai fini, mais mon training est fait. Tu prends-tu du pré-workout, puis des protéines, je prends des protéines, mais les protéines, c'est comme l'alimentation. Maintenant, je focus plus à prioriser l'alimentation. Donc, les aliments, les vrais aliments. T'en prends-tu des suppléments? Ben, je prends un pré-workout le matin, demi-scoop, puis je prends des protéines après mon entraînement. ATP, là, qui est québécois. Oui, ils ont des bons produits. Puis on a des bons produits au Québec. Puis ce qui est le fun, c'est qu'au Canada, on est vraiment bien géré versus ce qui se fait ailleurs. Fait que normalement, tu vas avoir des produits de qualité. Ça fait que... Puis ça, les suppléments, ça le dit, c'est des suppléments. Tu viens complémenter ton alimentation. Ta conjointe est pharmacienne, elle dit quoi de ça? Elle n'est pas trop favorable à ça. C'est drôle, hein, comment il y a une certaine réticence du monde de l'industrie pharmaceutique. Non, elle ne veut pas se mêler. Tu sais, puis je vais acheter mes affaires chez Popeye. Puis, elle ne doit pas aimer ça du tout. Elle n'aime pas ça. As-tu une conjointe, toi, Hugo? Hein? As-tu une conjointe? On va parler d'autres choses. Ça, c'est plus il manque de main-d'œuvre.